Ah, le quiz tout à l'heure, un quiz de haut niveau, je vous préviens, ce soir ça va être très chaud. Daniel Riolo est là, Jérôme Bretagne est là, Jean-Luc Lemoyne est là. Les enchères ou pas? On est très fort en bluff avec Jérôme. Pas d'enchères. Pas d'enchères. On fait que bluffer. Attention, Jean-Baptiste Guégan nous rejoint. Pourquoi? Parce qu'il sort un livre avec certains de ses amis spécialistes du football russe. Football, investigation, les dessous du football en Russie. Je vous le montre. L'éditeur s'appelle Édition Bréal. C'est une étude très documentée. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Salut Jean-Baptiste. Juste avant. J'aime bien la voix. Charmeur. Bonsoir. Bonsoir. Exactement. Ça démarre bien. Juste, on t'a même pas posé la question de savoir si tu avais des projets, des trucs. Jean-Luc, toi, on te voit à la télé évidemment régulièrement, mais tout à l'heure on avait comment il s'appelait Serge qui a vu ton spectacle. Ouais, je sais pas, il y a un j'ai fini mon qui spectacle arrive. en février. J'avais tourné pendant 3 ans et demi, donc je comprends pas que vous soyez pas venu. Et c'est un pur scandale. Et là, je vais commencer à écrire un nouveau. Et puis voilà, toujours en télé. D'accord. Toujours en télé, je continue. Très bien. Et t'écoutes l'after. Beaucoup. Excellent. Beaucoup trop parce que j'écoute plus de chansons. C'est-à-dire que je vous écoute et c'est très très particulier. Chante. Ça peut lui arriver. Ça peut. Ouais, la dernière chanson de Jean-Michel Aulas là, c'est. Oh non, mais la vraie chanson. Tu peux pas me chanter un petit truc de temps en temps? Si, mais je le ferai avec grand plaisir. Merci. Je fais très bien Patrick Bruel. C'est vrai. Je me doutais. Ah ouais. Vas-y. Non, mais je veux pas là. Fais-nous Place des grands hommes. Ah écoute, on devait pas avoir. Par cœur. Celle-là. On devait pas avoir William Gallas. Fais-nous Patrick Bruel. La soirée des imprévus. C'est vrai que William, je le vois pas chanter, par exemple. Non, mon nom. Pour toi, il y a une belle voix. William. Ça l'aura pas fait. Il pourrait, chanteuse avec la voix cassée comme ça. Non. Ok. Bon. Voilà. Jean-Baptiste Guégan. Jean-Baptiste. Investigation. Ouais, c'est Ça, parlant de c'est- ça, Russie, c'est parlant de du Russie. sérieux. Jean-Baptiste, Voilà. parlons de Russie, parce que la Coupe du Monde démarre dans une semaine et bien sûr, il faut qu'on en sache plus parce qu'il y a de nombreuses histoires politico, comment dirais-je, enfin bref, il y a plein d'histoires en Russie. Mais démarrons. Je voulais démarrer par un mot d'histoire, parce que historiquement, le foot en Russie a toujours été un instrument politique. Il y a d'ailleurs un documentaire, je crois que c'était sur C'est pas France encore 5. vu ça. Bah, c'est trop tard. Pourquoi c'est trop tard? Parce que là, il n'est plus sur les plateformes de replay. Je pense que c'est mort. C'est football et KGB. Football et KGB, très bien foutu. Il y a une petite. Vous en parliez, je crois, un petit peu également sur l'histoire russe. dans le bouquin. Avec l'histoire évidemment de ces clubs qui appartenaient soit au service secret, à l'armée, au chemin de fer. Enfin bon, on connaît cette histoire-là. Donc, de tout temps, le foot a été politique en Russie. Oui, il y a toujours une dimension politique. D'abord parce que ça rassemble les gens. On le voit même chez nous. Emmanuel Macron qui vient inciter les Français à gagner. En Russie, c'est encore plus vrai parce qu'on est dans un régime autoritaire. On est dans un régime où finalement la figure du chef est importante. Et donc, si le chef a dit qu'il fallait gagner et montrer le meilleur, justement, il faut aller dans ce sens-là. Et les footballeurs, du coup, se retrouvent à être à la fois, tu parlais du documentaire, exactement dans ce cadre-là. Ils sont à la fois officiers et en même temps footballeurs. Et leur carrière est liée à leur performance. Là, pour ce qui est de la Sbornaya, la sélection russe. Il y a des mecs qui ont fini au goulag. Hein. Exactement. Il vaut mieux gagner, oui. Dans ces cas-là, c'est une vraie motivation. C'était pas ça qui est arrivé à certains joueurs de Corée du Nord récemment, justement, ou La Corée du Nord, le truc, c'est que effectivement les choses les plus terribles se disaient, mais on savait pas. C'était de la rumeur. Genre si vous rentrez, après c'est vrai qu'on sait pas ce qui se passe derrière. Non, mais il y a l'histoire des créateurs. Corée du Nord, c'est Gilbert, c'est territoire à lui. Ça. Les deux créateurs du Spartak. C'est raconté dans le doc. Le Spartak était le seul club qui était inféodé à personne, qui n'était pas inféodé à un ministère, à la police. Le club du peuple, finalement. Donc du coup, c'était le club du peuple par définition. Et les deux créateurs du Spartak ont fait du goulag. Ah ouais. Et finalement, ils sont ensuite revenus parce que c'était quand même des bons footeux. Donc, c'était les ennemis de Beria, pas de bol. On les a fait revenir. Ouais, voilà, fallait pas être ennemi de Beria. Lui, il était Dynamo. Il avait qu'à faire une équipe de foot là-bas, puis voilà. Quoi. Mais ils en ont fait une en plus. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à s'en sortir un temps. Mais c'est vrai que quand on regarde le foot russe aujourd'hui, on est face à quelque chose d'assez étonnant. Personne n'attend rien de cette sélection russe. Par contre, il faut qu'elle ne se ridiculise pas. On a eu l'occasion. C'est quoi ne pas se ridiculiser? Concrètement, c'est sorti du premier tour. Déjà le match contre l'Arabie Saoudite. C'est rare pour une équipe qui organise, parce que souvent elle a un petit arbitrage domicile. Voilà, déjà le tirage au sort est quand même avantageux. Là, les règles toujours été sont comme favorables. Ça. Le pays organisateur a toujours un tirage favorable. C'est quand même le seul groupe dans lequel tu as une équipe qui est plus faible finalement que la Russie. C'est le cas de l'Arabie Saoudite. Normalement, il devrait en tout cas prétendre, avec un premier match contre le plus faible de toute la Coupe du Monde, être capable de se présenter au deuxième tour. Après, là-dessus, il n'y a pas de miracle. Ça va être l'Espagne, le Portugal a priori. Mais est-ce que alors c'est peut-être naïf ce que je vais dire, mais est-ce que c'est fait exprès justement qu'au tirage de sort ils sont arrangés pour qu'il y ait c'est avant Russie, Arabie Saoudite, justement, pour être sûr qu'ils aient des chances de bien figurer pour le match d'ouverture. Ah non, c'est le tirage qui fait ça. Ça, c'est le tirage. Mais c'est les règles du tirage. C'est-à-dire que c'est pas le tirage en lui-même qui est truqué, c'est les règles avant qui sont orientées, c'est tout. Voilà.
Et C'est un faux trucage, mais Voilà. oui, c'est comme ça. Non, mais attendez, il faut être précis, parce que non, le tirage au sort n'est pas truqué. non, c'est C'est-à-dire pas le que tirage au sort. tu tires, voilà. Tu Non, mais il tires un s'arrange pays pour qui- que le pays hôte rencontre le pays le plus faible du groupe. Non, 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 le match d'ouverture aurait pu être Non, c'est- Russie-Uruguay, Oui, oui, si tu veux. exactement. Ah d'accord, parce Tu que je vois pensais que c'était dans le chapeau Non. 4. C'était... Mais par contre, là où les Russes, comme les Français en 98, c'est ce qu'avait dit Platini il y a quelques temps, là, rappelez-vous, là, en revanche, tu peux organiser ton tableau pour que l'équipe principale, par exemple l'équipe numéro 1 mondiale, se retrouve dans l'autre partie de tableau. Oui, sauf Ouais, que là, la Russie, il n'y a que Oui. des ennemis potentiels Voilà. partout. Donc, Donc, de toute façon, pour eux, ça aurait rien changé, je pense. Ouais. Mais l'intérêt, on a eu l'occasion de rencontrer avec mes deux co-auteurs, Ruben Slakter et Quentin Migliarini, on a rencontré l'ambassadeur russe justement en France. Et quand on lui a posé la question de ce que la Russie attendait, sa réponse a été claire. D'abord, il a souri, ensuite il a ri. Il a dit bon, concrètement, on fait des vannes sur la sélection russe depuis maintenant des mois. On attend juste qu'ils nous ridiculisent pas. Il faut juste qu'ils soient au niveau, qu'ils soient capables de rendre le peuple russe fier. Juste en ne se faisant pas humilier par l'Arabie Saoudite. Si on imagine un 0-3 c'est- par exemple, Mm. ça va être compliqué. Bon, Mais même ça, un c'est pas 0-0. Ça, c'est pas propre à la Russie. Non. Les pays organisateurs, quels qu'ils soient, ont toujours poursuivi ce but. C'était le cas de la Corée du Sud, qui ne voulait pas être ridicule. Ça sera le cas du Qatar. Ouais. Et ils vont tout faire pour, dans 4 ans, prendre un sélectionneur qui va essayer de leur monter une équipe, naturaliser 3-4 Je crois mecs. qu'ils veulent Zidane. Histoire je de- crois. Ouais, mais il faut faire un effort financier parce que là, ils sont à 200 millions sur 4 ans. Ils peuvent faire un peu mieux. Ouais. Tu vois Ouais, c'est Donc, un peu léger. c'est toujours le but du pays qui organise. Et puis on focalise aussi beaucoup Il n'y a sur que la l'Afrique Russie. du Sud qui fait un peu exception parce que l'événement, c'était que la Coupe du Monde soit en Afrique. Il y en a un de plus. C'était l'événement. ça, Le déjà. Dog Foot et KGB est rediffusé le 9 juin, si tu veux le Très voir. bien. Très bien. Alors, il y a aussi des histoires qui lient pouvoir politique et économique aujourd'hui avec le foot. Par exemple, Gazprom et le Zénith. C'est un truc incroyable. C'est-à-dire que en fait, le Zénith appartient à Gazprom. C'est comme si aujourd'hui un gros club français appartenait, je sais pas, à Total, par exemple. Il y a une vraie volonté justement de voir les grands groupes russes aider les clubs de foot. Alors malheureusement, ça va pas durer. Vladimir Poutine a signé la fin de la récréation, enfin sifflé la fin de la récréation il y a pas longtemps. Et donc on devrait avoir un désengagement justement des grands groupes. Pour le bouquin, on a eu l'occasion de rencontrer une des spécialistes de l'énergie et qui est en plus de ça une fan de foot, Aurélie Brault. Et on a pu justement voir tout ce que faisait Pasteur ou Gazprom. Alors pas encore, parce qu'elle est à Harvard en ce moment. Ah, c'est un Et problème. donc le ça. podcast, ça elle a encore du mal à le trouver. Ça, Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous expliquait justement qu'en vérité, ceux qui sont à la tête de Gazprom aujourd'hui sont des vrais fans de foot. Donc il y a une vraie envie en plus d'orienter ça. Maintenant, c'est clair, quand tu es top sponsor d'une compétition, c'est quand même beaucoup plus facile de faire valoir tes intérêts. Et c'est pareil pour le Zénith. Le Zénith a toujours été favorisé parce que financièrement, il y a eu énormément d'investissements. Alors, c'est marrant parce que tu viens ce soir et tout à l'heure, j'ai pris les hebdos de la semaine. Là, et dans le dernier numéro de l'Obs, il y a un article donc sur la Coupe du Monde. Comme Mussolini en 34 ou Videla en 78, Poutine mise sur la Coupe du Monde pour faire sa propagande. C'est vrai. Concrètement, ok, très bien. Qu'est-ce qu'il peut tirer de cette Coupe du Monde? Parce que de toute façon, ça ne fera pas changer d'avis ceux qui ont envie de penser du mal de Poutine et ceux qui en pensent moins de mal que les autres, quoi. La première chose déjà, c'est que l'un des objectifs de Vladimir Poutine, c'est de relancer l'économie russe et de passer finalement sous les sanctions internationales. Et donc pour ça, c'est de développer le tourisme en Russie. Donc de donner envie d'y aller. Pour ça, il faut faire valoir le patrimoine russe. Et pour le faire valoir, il faut que les gens y aillent. Donc l'occasion de cette Coupe du Monde, c'est de montrer finalement au monde ce qu'est la Russie, ce que sont les Russes, et donc tout le patrimoine qu'ils ont justement pour eux comme atout. Il faut savoir que le nombre de touristes, par exemple, en Russie, aujourd'hui ne dépasse pas un nombre comparable à celui d'Autriche. Donc c'est relativement ridicule par rapport à tout ce qu'il y a à voir et tout ce qu'il y a à faire en Russie. Donc l'intérêt, c'est d'abord ça. D'abord un intérêt économique. Ensuite, il y a un autre intérêt, c'est de changer finalement ce qu'on dit de la Russie en ce moment et tout ce qui est lié au storytelling russe. Concrètement, quand tu penses à Russie, tu penses à quoi? Tu penses à vodka. Là, tu penses à l'affaire Skripal, c'est-à-dire que c'est l'assassinat d'un Je pense que espion ça caille en surtout. Angleterre. Voilà. Mais c'est toutes ces images reçues-là. Ouais. Et puis après, tu penses à des choses un petit peu plus élaborées. C'est-à-dire que tu penses à un régime autoritaire, et ensuite, tu regardes la Russie avec un petit peu plus de perspective. Moi j'étais au match de Jérôme. Comment il faisait? Quelle température il faisait quand tu as joué avec Monaco contre le Locomotive là en Ligue des Champions? Moins 20, moins 19, je crois. Donc c'est un temps parfait pour faire du foot. Hein. Ouais, Génial, bon, d'accord. Franchement, on Je s'est pense que régalé. tu as dû t'éclater un bonheur. Plus sur les entraînements, c'était encore mieux.
Oh, ouais. Bon, en tout cas, pour revenir à ça, l'autre intérêt, c'est finalement qu'on sorte de la Russie égale puissance oppressive. Et donc, réussir une Coupe du Monde, et la FIFA fait tout pour que ce soit le cas. Quand on voit les images de Gianni Infantino jouant avec Vladimir Poutine au Kremlin, Là, on est dans de la com et le discours sera formidable, sera complètement léché et ça se passera probablement bien. L'image sera forcément belle. Alors, vous parlez aussi de corruption dans le bouquin. On se souvient qu'à Sochi, il y avait eu le tronçon d'autoroute le plus cher du monde, puisqu'il était évalué à 100 millions d'euros de mémoire et puis il avait coûté plus d'1 milliard. Donc, il y a du fric qui s'est évaporé, on ne sait où. Là, c'est le même cas pour le stade de Saint-Pétersbourg. Ouais, donc, on dit être le stade le nouveau. Corruption, parce qu'on n'a pas de preuves effectives. Maintenant, quand on voit les surcoûts derrière, on se doute bien que chacun a pris sa part et qu'il y a tout un système de commission finalement. Petit cocasse par-ci par-là. Oui, mais après, c'est toujours pareil, il faut être capable de prouver. Ouais. Le pouvoir russe doit être tout à fait. Comment dire, c'est tout ça est sous cloche. Enfin, je ne peux pas croire que Poutine ne maîtrise pas l'affaire. Là. C'est une société contrôlée, mais c'est pas aussi contrôlé qu'on peut le penser. C'est-à-dire que ce qui nous a surpris, nous, quand on a écrit le bouquin, quand on a vu tous les spécialistes, que ce soit Lucas Aubin, Sylvain Dufresne, etc., c'est que l'impression qu'on a en tant qu'occidentaux et en tant que français, c'est-à-dire une Russie complètement maîtrisée par un seul homme qui dirigerait tout, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on est plutôt proche d'un État défaillant, c'est-à-dire un État où l'autorité s'exprime pas partout. Et à notre grande surprise, et pourtant c'est un pays qu'on avait sur lequel on avait énormément lu, tu te rends compte d'une chose, c'est quand Vladimir Poutine décide de quelque chose, ça s'applique pas forcément jusqu'au bout et partout. Je prends l'exemple du dopage institutionnalisé par exemple. S'il y a une politique sportive qui est efficace, concrètement ton équipe elle performe. Puisqu'il y a l'argent, il y a les moyens, ils ont les compétences techniques, ils ont le savoir-faire, etc. Sauf que, comme son autorité s'applique pas partout, les gars trouvent des stratégies de contournement. Et donc, du coup, ça donne des gens qui, pour répondre aux objectifs fixés, vont franchir allègrement la ligne jaune. Et on est dans un système, finalement, qui est plus caractéristique d'un État qui a du mal à faire valoir son autorité partout sur le territoire. Alors, juste pour être complet, là, aujourd'hui, les organisateurs ont communiqué sur la sécurité. Ils ont dit toutes les mesures ont été prises. On vous le dit, il n'y aura aucun problème, disent-ils aujourd'hui. Ce qui semble être vraisemblable. Tu vois la Coupe des Confédérations, par exemple, il y a eu 0 problème. Après, il faut s'attendre à avoir des forces de sécurité, des forces de renseignement partout. Et puis, ils n'ont aucun intérêt à ruiner finalement tous leurs investissements en laissant des hooligans ou des actes terroristes finalement. Et pour rejoindre ce que te disait l'ambassadeur de Russie en France, Vladimir Poutine aujourd'hui a dit « Je veux que l'on joue dignement et que l'on se batte jusqu'au bout », dit-il. Voilà, ça rejoint un peu ce que tu disais. Voilà, il souhaite que la Russie, concernant notre sélection, je dois reconnaître un fait, dit Poutine, malheureusement, elle n'a pas eu de grands résultats dernièrement. C'est joliment dit. Ouais. Moi, je connais mal la sélection russe. La plupart des joueurs qui sont là-dedans, ils jouent en Russie ou ils sont à l'étranger? Et c'est lié en grande partie à l'organisation du championnat russe. C'est-à-dire que depuis que Gusilink est passé par le championnat russe, ils ont changé le championnat russe. Et donc, les joueurs russes ne sont pas incités finalement à s'expatrier parce qu'ils sont très bien payés. Ouais. Il y a un système qui valorise la jeunesse russe, mais du coup, ils ne sont pas challengés par les étrangers. Ou quand des étrangers viennent, ils ne sont pas suffisamment nombreux pour les pousser à bouger. Et donc, on a des joueurs qui gagnent très bien leur vie, quasiment aussi bien que dans certains pays européens où on paye très bien les joueurs, et sans une pression. Ils ont des équipes qui sortent nos équipes en Coupe d'Europe. Exactement. Non, mais ils ont on l'a vu cette année. Bon, après, c'est Lyon. Souvent renforcés par des les élites ont gagné l'Europa League il y a quelques années. Mais d'ailleurs, ils ont eu cette période où on parlait beaucoup du Zénith. Quelle est l'équipe de Moscou qui a gagné l'Europa League pareil, c'est le CSKA, c'était autour de 2010 par là. Là, on a eu l'impression qu'il y avait une bonne période de football russe où même des gens en France sont même allés bosser là-bas et puis finalement ça s'est. Il y avait d'abord énormément d'argent et ça s'est éteint finalement. Et puis après, il y avait une vraie volonté de faire valoir les clubs et puis le championnat était d'un niveau différent. Là aujourd'hui, c'est moins intéressant. Suivre le championnat russe, il faut vraiment le vouloir. Après, ça reste un championnat qui peut être passionnant. Mais on sait pourquoi ça a rechuté alors qu'il prenait des entraîneurs connus. Eto'o, rappelle-toi le contrat à Makashkala, c'est le plus gros contrat du monde. Et puis, mais justement, Makashkala, c'est l'exemple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus d'argent et l'équipe s'est délitée en 8 mois. Et ça joue. Et puis après, c'était pas la bonne période pour aller croquer un petit billet là-bas. Si, j'ai eu une proposition du CSKA Moscou. À l'époque mais toi qui n'aimes pas le froid et les grêlons et tout ça. Non, j'ai toujours privilégié le côté sportif, donc je préférais rester à Paris à ce moment-là.
Mais non, mais c'est vrai, dans blague à part, j'ai eu une offre. Surtout si c'est l'année de. intéressante. Attends, c'est en quelle année ça? En 2005? C'est l'année où ils ont gagné l'Europa League. T'as bien fait de pas y aller? L'offre que j'ai, ça doit être 2006 ou 2007. Ah, bah c'était juste après alors. Voilà. Ah ouais, là, il voulait la regagner. Il était obligé d'avoir des grands joueurs, donc il m'avait fait une grosse Toi, t'as proposition. préféré faire quart de finale avec Landreau là-bas. Ah, bah non, Ouais, c'était parce pas- que C'était à Kiev. C'était à Kiev, rien à voir. Je me disais, nous, on aura Mais bon, peut-être c'est plus pas de loin. chance avec le PSG de la gagner. Bon, après, Non, on puis c'est pouvait le pas PSG, savoir que Mika allait se faire dessus. Quoi. C'est tout, hein. Écoute, ça arrive. Hein. Messieurs, Jean-Baptiste reste avec nous pour le quiz. Ça me permet de vous signaler que demain, vous vivrez un autre moment d'histoire sur RMC, puisque demain, c'est une soirée spéciale France-Brésil 86. On avait fait la même chose pour France-Brésil 98, il y a quelques semaines. Demain, on aura Manu Amoros avec nous. Il était sur le terrain à l'époque, recordman des sélections et tout. Taulier. Le meilleur latéral, sans doute, que Le la meilleur France ait latéral eu. de l'histoire du football français. Voilà, on en parlait hier. Meilleur, je sais pas, mais Ah, si, parmi si, les meilleurs, oui. largement, oui. Il sera avec Sans nous demain. problème. On va revivre le match en intégralité. Pourquoi le là, match, si. la Par- totale, parce que je Zico le dis. et tout. Parmi les La meilleurs. prolongue, non. les tirs au but, on Je te sait le déjà dis, le comment ça se meilleur. termine. Parmi les Et ensuite, on fera l'after après ce match Non, demain non, le soir. meilleur, même pas Tevra est derrière, ton copain, je t'assure. Mais je Soirée ne exceptionnelle. pensais pas. Ouais, Bah, qui alors Il y en a plein, les Aradou, tout ça. Il y en a Bah, c'est derrière. Il y en a eu des bras. Bah, c'est derrière. Non, parce que lui a des. Moi, je suis d'accord avec derrière. Demande à Lisa, il te le dira lui-même. Mais il de. Bah, demande-lui. Mais Allez, arrête, stop, le ils quiz sont dans quelques déconnés. instants et le mercato. Et lui, quand on met Dans le face l'after. au mur, ah bah, il continue. Bah, Attaque à quel mur Mais il bah, construit dis-nous. le mur. Non, envoyez la pub.